Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM en cette période de crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Les États-Unis sont sous pression, la pandémie fait des ravages au pays de Donald Trump. On parle d'une semaine de terreur, voire d'horreur là-bas au pays de l'oncle Sam, au point où l'on évoque les tristes souvenirs de Pearl Harbor et du 11 septembre. Pearl Harbor, c'est une attaque surprise menée par les forces aéronavales japonaises contre les positions américaines lors de la Deuxième Guerre mondiale sur les îles Hawaï le 7 décembre 1941. De 2500 tués ou disparus. Le 11 septembre, c'est plus proche de nous, 2001, attentat suicide qui a fait plus de 3000 morts. Semaine d'hécatombe annoncée aux États-Unis. La France, l'Italie, l'Espagne voient leur nombre de décès en baisse depuis 3 jours, plus de 600 morts chaque jour. Ça, c'est une baisse. L'Afrique du Sud, le pays le plus touché sur le continent, va connaître des jours difficiles selon les médias. Près de 5000 personnes contaminées au pays de Nelson Mandela, dont 900 disparus. Et au Togo, l'on a franchi malheureusement le cap des 50 cas contaminés, 27 cas actifs, 22 cas guéris et malheureusement 3 décès. La situation devient un peu plus grave, on va dire. Et dans cette émission spéciale, nous recevons Dr Makiliube Chandana, médecin de santé publique, chef division santé maternelle et infantile, planification familiale, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous parlerons des recherches thérapeutiques autour de cette pandémie qui est le coronavirus. Nous vous signalons, vous auditeurs, qu'à partir ou bien vers la fin de l'émission, vous aurez à appeler pour comprendre la situation, pour comprendre la maladie à coronavirus, la pandémie donc, et vous allez appeler sur le 92 03 60 31, le 97 24 26 26. Mise en onde de Théo Ajavon. La vidéo de cette émission, comme toujours, c'est l'affaire d'Eloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Franck Nouyama. C'est bon pour nous, se laver les mains. Toufan qui participe, on va dire, à la lutte contre le Covid-19. C'est une chanson qui est en vogue depuis, on va dire, l'apparition de cette terrible maladie, de ce terrible virus, de cette terrible pandémie. Nous recevons pour l'occasion aujourd'hui Dr Makiliube Chandana. Je prononce bien? Oui, tout à fait. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous Franck. allez bien? Yeah. Tout va bien? Tout va bien. Bien, ensemble avec vous, on va parler, on va permettre aux auditeurs de comprendre encore une fois un peu plus cette situation et de savoir que faire pour gagner la guerre, comme c'est le terme désormais, contre la pandémie. Alors, la situation au Togo, elle évolue. Que dire actuellement? Ok, merci Franck et bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent sur cette chaîne. Et merci de nous avoir permis d'être avec vous pour partager également les avancées concernant cette maladie au pays. Et juste pour rappeler, je sais que plusieurs émissions ont eu cours et nous savons à peu près qu'est-ce que c'est que la maladie à coronavirus. Mais rappelez toujours que c'est une maladie infectieuse qui est causée par un dernier virus, coronavirus, qui a été découvert. Et ce virus, nous ne sommes pas sans savoir qu'il a fait son apparition avec la flambée épidémique en Chine en décembre 2019. Et ce qui caractérise ce virus, si nous pouvons le dire ainsi, ce virus qui est nouveau, c'est que c'est par son mode de contamination. Donc nous savons que ça peut se transmettre d'une personne à l'autre par des gouttelettes respiratoires. Et lorsqu'on parle de gouttelettes respiratoires, chaque personne qui parle émet des gouttelettes respiratoires de façon inconsciente. Et donc, c'est ce qui caractérise ce virus à travers ce mode de contamination. Le fait d'émettre ces gouttelettes respiratoires permet rapidement une contamination sans qu'on puisse... Donc, si vous n'êtes pas exposé à ces gouttelettes-là, vous n'aurez pas le virus Covid-19, on peut le dire. Oui, si on peut le dire ainsi, mais sachez tout à fait que lorsqu'on parle également, nous avons les surfaces
Donc, une fois que ces gouttelettes se posent sur ces surfaces, il y a également des risques en touchant ces surfaces par les serrures de porte. Les serrures de porte par inadvertance. Voilà. Donc, c'est ce qui le caractérise à travers son mode de contamination. Et sur cette base aussi, le mode de propagation qui peut aller rapidement enflamber. Et c'est ce qui justifie en moins d'un mois, qu'on puisse quitter d'un cas à 50 cas, à environ 50 cas à ce jour. Voilà, une autre question qui me vient en tête. Il y a d'autres qui disent que c'est un virus préparé, bien créé par l'humain, par certaines puissances. Cela se dit, hein. Lorsque vous voyez un peu les débats, on va dire la guerre de communication entre les puissances, mais on a tendance à croire à cette version. Oui, vous l'avez bien dit, c'est une guerre de communication et chacun a sa théorie et chacun veut défendre sa théorie. Mais nous allons rester vraiment pragmatiques et scientifiques pour nous dire que c'est un virus, c'est un nouveau virus. Quelles sont les voies et moyens que nous devons trouver pour pouvoir l'endiguer. Voilà, aujourd'hui, on a franchi le cap des 50 contaminés au Togo. On parle de 3 décès, malheureusement. Ça semble aller vite, hein. Alors, que faire? Désormais, on continue avec les mesures barrières au niveau du ministère de la Santé. Qu'est-ce qui est préparé? Qu'est-ce qui se fait? Les auditeurs veulent savoir. Qu'est-ce qui se fait au niveau du ministère de la Santé? Déjà, le renforcement de la communication et de l'éducation de la population par rapport à cette nouvelle maladie. Quelles sont les mesures à adopter, notamment les mesures barrières qui ont été citées à plusieurs reprises, le lavage systématique des mains avec de l'eau et du savon ou à défaut du gel hydroalcoolique. Nous avons le respect de la distanciation entre personnes, l'éviction des embrassades, le contact main à main. Voilà autant de mesures, dispositions qui ont été prises. Ça, c'est des mesures individuelles, mais au-delà de ces mesures individuelles, il y a également des mesures collectives qui ont été également prises, non seulement au sein du ministère de la Santé, mais au sein du gouvernement pour limiter la propagation de cette pandémie. Vous êtes spécialiste en santé publique. Alors, on parle des mesures individuelles, les mesures barrières, mais alors en famille, je prends par exemple un homme et son épouse, par exemple, qui se couchent dans le même lit, on va dire. Mais qu'est-ce qu'ils doivent pouvoir faire contre cette maladie? Ils vont respecter cette distanciation sociale, 1 mètre. Comment ça se fait? Bon, c'est vrai que, comme je le dis, il y a des mesures individuelles, collectives, sociales, mais il y a des spécificités. Ce serait difficile, à mon avis, de dire à un homme et à sa femme de respecter cette distanciation. Mais s'il le faut, je pense qu'on peut en arriver là, selon que l'un ou l'autre soit exposé ou pas. Alors, aujourd'hui, quand il faut rappeler les démarches à suivre pour une prise en charge, que faire? Parce que c'est très important. Les contaminés augmentent jour le jour ici. Oui, je pense qu'au niveau du ministère de la Santé, des structures ont été mises en place à tous les niveaux, depuis le niveau central, qui constitue le cabinet, jusqu'au niveau district, pour prendre en charge ces cas suspects ou ces cas probablement infectés de la maladie. Et lorsque nous nous situons en communauté, c'est-à-dire dans notre environnement immédiat, qui n'est pas une formation sanitaire, et que nous soupçonnons quelqu'un de présenter les signes de cette maladie, ce qui est recommandé, c'est de faire appel. Il y a des lignes vertes qui ont été mises en place, notamment le 111 par exemple. Et une fois que le 111 est appelé, il nous oriente selon notre zone géographique, vers le district ou la région correspondante. Et une équipe est mise en place. Cette équipe viendra investiguer, confirmer que vraiment cette suspicion est avérée et sur cette base procéder à des prélèvements d'échantillons. Et après cela, selon les résultats, soit le résultat il est négatif et le patient est surveillé, soit il est surveillé, mais on l'encourage à utiliser toujours ces mesures barrières pour protéger son environnement. Et s'il est positif,
on le transfère au centre de référence dédié à la prise en charge de ces cas. Le CHR, le CHR Lomé commune. Si nous nous trouvons à Lomé, mais lorsque nous évoluons dans chaque région, il y a un centre qui a été mis en place. Bien équipé pour s'occuper des personnes qui présentent les symptômes ou bien qui font la maladie. Qui disposent du plateau nécessaire. Voilà. Alors, nous allons continuer par poser les questions, histoire de bien comprendre toujours cette situation. Alors, aujourd'hui, beaucoup parlent de chloroquine. Oui. Mais que dire ? Tout le monde dit oui, c'est la chloroquine qui arrive à vaincre ce virus. Non, plus l'azithromycine. Non, c'est tout un protocole. Que dire exactement ? Oui, que dire de la prise en charge ? Notons que les manifestations cliniques de cette maladie, nous avons des douleurs à la gorge, nous avons la toux, nous avons le rhume, nous avons la fièvre, que nous regroupons souvent dans le contexte d'un syndrome grippal. Donc, selon les diversités de cas, on peut avoir un cas bien confirmé qui présente ces signes sans une complication, c'est-à-dire une difficulté respiratoire, par exemple. Et dans ce cas d'espèce, je pense que le traitement actuellement proposé, c'est la prise en charge symptomatique de ces signes que le patient présente. Donc, la gestion de la douleur, la prise en charge de la fièvre, tout en le surveillant. Et lorsqu'il y a des cas compliqués, il y a des traitements également spécifiques à la prise en charge de ces complications. Non. À ce jour, il est vrai que ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, beaucoup de polémiques ont tourné autour du traitement à la chloroquine. Et je pense qu'au Togo, nous avons également adopté le traitement à la chloroquine pour des cas spécifiques. Voilà. C'est-à-dire des cas spécifiques, des cas très, très graves, c'est ça ? Des cas qui présentent des morbidités, puisque le virus, plus on a une immunité faible, plus le virus est plus virulent. Donc, pour éviter cette virulence, il y a certains patients qui bénéficient de traitements à la chloroquine. On parle de 22 cas guéris au Togo. C'est justement avec ces traitements à la chloroquine qu'ils ont pu retrouver leur santé ? Pas à 100%. Pas à 100%. Ouais. Alors aujourd'hui, on dit que les patients ou bien ceux qui présentent des symptômes comme les toux sèches, avoir mal à la gorge, avoir des difficultés à respirer, tout ça, est-ce que le patient ou bien celui qui est touché présente ces symptômes au même moment ? Ou bien ça peut être seulement la toux sèche, ça peut être seulement le mal de la gorge, ça peut être seulement une difficulté à respirer. L'apparition des signes est progressive. On n'a pas tous les signes au même moment. On peut passer d'une toux banale ou à un rhume banal et qui peut se surinfecter par la suite et se manifester par la fièvre. Et au fur et à mesure de l'évolution, les complications peuvent apparaître. Ça, c'est l'évolution normale d'une pathologie si aucune prise en charge n'a été faite. Voilà, je voudrais vous proposer les analyses d'un docteur Lokosu qui parle de l'utilisation de la chloroquine par rapport à ce qui a été dit couramment. Nous écoutons le docteur Lokosu. L'OMS se trompe complètement ou bien ils le font sciemment pour mettre en danger les populations mondiales ou bien c'est des meurtriers. Parce que le problème du coronavirus, c'est que lorsque ça atteint le niveau de gravité, c'est irréversible. Donc si on attend que l'infection atteint son étape de gravité avant de traiter, on traitera en vain, la personne mourra. Parce que le problème, c'est que le coronavirus fabrique la fibrose dans les poumons. Or, quand les poumons sont fibrosés, l'oxygène ne peut plus rentrer. Même si on tue tous les virus du corps avec la chloroquine, la fibrose fait que l'oxygène ne rentrera pas, donc la personne va mourir. Mais si on commence le traitement tôt, on empêche le virus de se développer, donc on empêche la fibrose de se constituer. C'est la seule chance pour sauver les gens, c'est de commencer le traitement par la chloroquine et l'azithromycine le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il ne faut même pas attendre, parce que nous sommes confrontés au traitement de la maladie. Donc si on laisse la maladie se développer, on ne peut plus sauver la personne.
C'est ça le problème. Parce que la fibrose empêche le poumon d'apporter de l'oxygène dans le sang. Et pour qu'une fibrose constituée s'élimine par le corps, il faut des mois. Alors que la personne, c'est une question de vie ou de mort dans 10 jours. Donc la personne va mourir d'abord avant de le traiter, ce n'est pas normal. Voilà. D'aucuns ont dit que oui, l'utilisation de la chloroquine n'est pas, on va dire, automatique. Il faut que la personne développe la maladie jusqu'à un certain niveau avant de pouvoir mettre le traitement à la chloroquine avec tout le protocole qui va avec. Alors qu'on parle de danger, hein, lorsque, comme le docteur l'a dit, lorsque le virus s'attaque aux poumons et que les poumons sont perforés, ce sera trop tard. Ok, merci. Et juste aussi pour rappeler que dans le cadre de cette maladie, la guérison spontanée sans aucun traitement peut survenir à 80% environ. Vous en avez connu peut-être pas des statistiques actuelles, mais de façon générale. Donc, sur cette base, on ne peut pas aussi dire que de façon systématique, administrer la chloroquine à tout venant. Voilà. Alors, si les docteurs parlent ainsi, c'est peut-être pour que chaque individu à la maison se donne une dose qui dépasse peut-être la dose prescrite. Mais on se souvient que très petit, nos mamans nous donnaient sans aucun contrôle de la chloroquine, de la nivaquine, mais ça n'avait rien fait. Moi, personnellement, et puis, nous avons eu justement par rapport à ces administrations abusives, si je peux me permettre le mot, nous avons eu la conséquence en termes de résistance de ces médicaments au paludisme. C'est ce qui nous a amené à migrer vers d'autres molécules pour la prise en charge du paludisme. Donc, je pense que dans des cas spécifiques, le traitement ou le protocole thérapeutique doit être institué par les spécialistes, mais pas à tout venant ou à toute la population. Et l'automédication, dans ce contexte, est formellement prohibée. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce traitement est efficace au vu du constat peut-être que vous avez eu à faire sur le terrain? Le traitement à la chloroquine avec l'azithromycine, est-ce qu'il est efficace? Vous pouvez le dire? Prouver une efficacité à 100%, non. Les études sont toujours en cours dans ce sens-là. Et sur l'échantillon qui ont eu à bénéficier, je pense que les résultats les résultats de ces études vont bientôt être publiés pour qu'on puisse vraiment apprécier l'efficacité de la chloroquine sur ces patients ou sur cette maladie. Mais ce que je peux également dire, c'est qu'on peut dire qu'elle est plus ou moins efficace, d'autant plus qu'elle a contribué à la rémission de l'état clinique de certains patients. Voilà. Vous avez eu Mais avoir des preuves scientifiques de cette efficacité, pour l'instant, nous sommes réservés là-dessus. Les études sont en cours. Nous sommes avec le docteur Maki Lioubet Tchandana, les médecins de santé publique. Nous rappelons aussi aux auditeurs que vers la fin de cette émission, ils peuvent commencer par composer le 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour avoir plus d'explications autour du Covid-19, les conduites à tenir. Docteur, avez-vous eu écho du travail fourni par le professeur français Didier Raoul? Oui. Ça vous a dit quelque chose? Vous avez trouvé de la cohérence dans ce qu'il a proposé? Bon, je pense qu'il y a une certaine cohérence. Et juste pour rappeler que ce virus, il est nouveau. Toutes les expérimentations sont plus ou moins autorisées pour voir vraiment qu'est-ce qui agit plus efficacement sur le virus. Et les expérimentations nécessitent quand même une certaine logique. La logique y est. C'est vrai que ça a été controversé par rapport à la représentativité de l'échantillon. Mais pour l'heure, si la Chine a eu à l'utiliser comme un moyen thérapeutique, la chloroquine, je pense que c'est d'ailleurs cela même qui a constitué un tournant décisif pour que les autres pays puissent également
l'adopter. Mais alors, si les Chinois ont réussi aujourd'hui à juguler le mal, à soumettre cette pandémie à partir de la chloroquine, alors pourquoi y a-t-il encore des doutes autour de l'utilisation de ce médicament? Oui, je ne cesserai de le dire. Le virus, on le découvre chaque jour. On n'a pas fini de le découvrir. On n'a pas fini de le découvrir. Et la preuve, en Chine, à un moment, il a semblé avoir une stabilité, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également une résurgence. Il y a des nouveaux cas qui sont découverts en Chine ces derniers temps. Donc, le comportement de ce virus, je pense qu'il faudra du temps pour qu'on puisse le maîtriser. Et donc, je dirais que nous devons être vraiment réservés et quant aux conclusions de telle ou telle étude. Merci. Émission spéciale autour du Covid-19 sur la référence sportive Sport FM. On va souffler un tout petit peu, on vous retrouve juste derrière. Le danger est là, bien parmi nous. Cette affaire dépasse même la Côte d'Ivoire. C'est tout le monde entier qui court après ce satané virus et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, cette course effrénée. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? On se le demande et aujourd'hui encore, nous en parlons. Nous sommes avec Dr Makiliube Tchandana. Elle est médecin en santé publique, chef division santé maternelle, infantile et planification familiale, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Alors, toujours dans le cadre du Covid-19, est-ce qu'on pense à un retour du BCG, ce vaccin qui a servi un tout petit peu à mettre fin à la tuberculose, même si depuis 2007, on a arrêté son utilisation. Est-ce qu'on pense à faire revenir ce traitement? Bon, ça, c'est des expérimentations qui sont en cours. Nous attendons les résultats, s'ils sont probants et qu'il est avéré qu'ils ont une efficacité dans le traitement de la COVID-19. Je pense que c'est possible. Là-dessus également, on va écouter Madame Nathalie aviser sur les questions de santé. Elle s'est également prononcée par rapport à un retour du BCG. Ce qui est révoltant dans les propos tenus par Jean-Paul Mirat, au-delà du racisme patent qu'il laisse transparaître, c'est l'intention de nuire. Le BCG, c'est un vaccin qu'on connaît. Il a fait ses preuves dans la lutte contre la tuberculose. Il n'a pas fait disparaître complètement la maladie, mais il en a atténué les effets. Il a été administré systématiquement aux enfants et aux personnes exposées, les médecins, les soignants, les pompiers, etc., pendant des décennies et continue d'ailleurs d'être recommandé, même s'il n'est plus obligatoire depuis 2007. Les essais sur l'efficacité de l'utilisation du BCG contre le Covid-19 ont été donc lancés en Australie sur 4000 personnels soignants volontaires, informés, protégés et rétribués. 50% de ceux-ci recevront une injection de BCG, 50% recevront une injection de placebo. Le placebo, c'est un médicament sans principe actif, un médicament qui n'agit pas. À la fin des essais cliniques, l'on pourra observer si le vaccin BCG a augmenté la résistance au coronavirus ou pas. En Occident, les personnes ayant accepté de participer aux essais cliniques sont des gens du corps médical et protégés par le port du masque, par des combinaisons de protection, par des gants, par des casques, par des boucliers faciaux, par des lunettes de protection, par la disponibilité de traitements médicamenteux, par la disponibilité de dispositifs de réanimation. Voilà, donc à l'instant, Madame Nathalie qui parlait donc du retour ou bien de l'application dans l'essai clinique du BCG. Elle a ajouté même l'utilisation du placebo sur 4000 personnes volontaires en Australie. Par rapport à tout ça, une émission sur LCI en France où l'animateur ou bien le docteur parlait des essais cliniques peut-être en Afrique. Vous en avez eu 20 et cette situation a provoqué des réactions un peu partout sur le continent. Chacun y va comme il peut, mais vous en avez eu écho certainement. Et qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui sur ce plateau en tant que médecin? Oui, je vais peut-être revenir par rapport au BCG à la suite de ce que je viens d'entendre. En fait, c'est dans un contexte occidental
Mais à ce jour, dans notre calendrier vaccinal, le BCG est toujours administré aux nouveau-nés. Oui. Donc, ça fait partie des vaccins administrés aux enfants dans notre calendrier vaccinal. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un retour. Mais comme je l'ai dit tantôt, s'il existe des preuves avérées qu'il y a une efficacité de ce vaccin sur le COVID-19, je pense qu'on peut faire d'une pierre deux coups dans ce cadre-là. Voilà. Et maintenant, pour revenir à votre question plus précisément par rapport à la polémique également qu'il y a eu tout autour des essais en Afrique, juste pour dire que le vaccin, qu'est-ce que c'est? C'est un virus ou un agent atténué qui est inoculé à un individu bien portant pour le protéger contre une maladie spécifique, une maladie donnée. Et en inoculant cet agent atténué, l'individu développe ce que nous appelons des anticorps qui lui procurent une certaine immunité. Dans le cadre de notre virus, dans le contexte actuel, le virus, il est tellement nouveau et qu'il est nécessaire que des études soient vraiment approfondies avant de mettre en place ou de décréter que ce vaccin est vraiment efficace sur ce virus. Et les chercheurs sont en train de travailler à la mise au point d'un vaccin contre ce virus. Maintenant, par rapport à cette polémique de façon particulière, nous allons dire que tout ce qui est fait pour pouvoir arriver au bout de ce mal doit être vivement encouragé. Cela ne veut pas dire que nous prenons parti par rapport à ce qui a été dit, mais ça doit être encouragé. Et l'Afrique doit servir de cobaye, c'est ça? Je ne dirais pas cela. La preuve, tout à l'heure, dans le cas de ce vaccin BCG, il y a des Européens qui se portent déjà pour servir d'expérimentation. Oui, avec tous les accompagnements possibles, toutes les garanties possibles. C'est vous qui le dites. Donc, par rapport à cela, moi, je pense que nous ne devons pas nous ternir dans ces polémiques. Nous devons prendre de la hauteur et concentrer vraiment nos énergies sur les priorités actuelles. Actuellement, nous avons des cas. Comment faire pour limiter la propagation de cette pandémie? Et ce que je voulais aussi dire dans ce contexte spécifique, c'est que chaque pays, à mon avis, a des réglementations quant à l'introduction de nouveaux produits sur son territoire. Et si cela s'avère nécessaire, je pense que dans le cas d'espèces, ces réglementations seront également appliquées. Le Togo, à son niveau, étudie la situation et voir ce qu'il doit faire, c'est ça? Parce que le paradoxe, c'est que l'Europe et les États-Unis sont devenus l'épicentre même de la maladie, mais ce qui embête un peu, on va dire, la réflexion de beaucoup d'Africains, c'est qu'on veut tester le vaccin ici. Pourquoi pas de l'autre côté? C'est ça qui crée le problème, en fait. Aujourd'hui, est-ce que c'est seulement ce vaccin qui doit poser problème? Il y a beaucoup de choses qui nous viennent de l'Occident. Et si normalement ça doit constituer une mesure pour exterminer la race africaine, je pense que ça devait se faire un peu plus tôt. Je ne vais pas vraiment me prononcer sur ce débat, mais juste dire que nous devons encourager les recherches dans le cadre de la lutte du Covid. C'est ce que le Togo fait, c'est ce que le ministère de la Santé fait. Encourager les recherches. Oui, et à tout prix. À tout prix, non. Dans ce cadre même, il y a une commission sur l'instruction du chef de l'État qui a été mise en place, faite d'experts et qui doit utiliser tous les aspects et tous les contours de la prise en charge ou du traitement du Covid. Avez-vous noté aussi qu'il semble avoir une certaine compétition autour de l'exclusivité d'un vaccin, d'un produit entre les puissances, les grandes puissances de ce monde? Visiblement, c'est comme si c'est du business qui finalement est en tête, mais pas la santé de la population mondiale en fait.
Je ne sais pas s'il faut parler de compétition dans ce contexte ou du business, mais toutes les expertises dans cette pandémie qui concerne tout le monde, à l'entame de cette émission, vous avez, disons, plus ou moins prononcé un cri de cœur par rapport à la situation alarmante en Amérique et partout dans le monde. Et je pense que toutes les expertises doivent être mises à contribution pour qu'on puisse trouver une solution commune. Parler de compétition, je ne saurais vraiment le dire. Vous écoutez Sport FM, la 91.9, dans cette émission spéciale autour du Covid-19. On rappelle aux auditeurs que dans quelques instants, vous pouvez commencer par composer le 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour mieux comprendre la situation et poser des questions. Le docteur Makiliube Chandana est en studio ici pour vous donner toutes les explications possibles. Et maintenant, on va évoquer un peu les bavettes. Vous en avez porté vous-même, c'est d'ailleurs très joli, c'est avec ça que vous parlez. Ça, c'est pour le personnel soignant ou bien c'est pour monsieur tout le monde? Pour le personnel soignant, si monsieur tout le monde a la possibilité de l'avoir, d'y avoir accès, je pense qu'il peut également le porter. Mais prioritairement pour le personnel soignant qui est en contact direct avec les patients. On en voit beaucoup aujourd'hui dans les rues, les bavettes de plusieurs formes. Qu'est-ce que vous conseillez? On parle même de FFP2, ou je ne sais pas si je prononce bien. Qu'est-ce que vous conseillez en tant que médecin en santé publique? Qu'est-ce que vous voulez conseiller au public? Les bavettes en panne que nous fabriquons chez nous aussi, ça peut passer? Le principe du port des bavettes, c'est de faire en sorte que les sécrétions, nous avions dit tout à l'heure que le mode de contamination, c'est les sécrétions respiratoires, que mes sécrétions que j'émets ne puissent pas toucher l'autre ou bien contaminer l'autre. Et vice-versa. Donc le principe des bavettes doit respecter cette protection individuelle vis-à-vis de l'autre. Maintenant, l'idéal, on recommande des bavettes soit chirurgicales ou les FFP2 ou d'autres types de bavettes selon leur texture, selon leur fonctionnalité. Mais à défaut, vous aviez dit monsieur tout le monde qui n'a pas peut-être la possibilité d'avoir accès à ces bavettes spécifiques, je pense que la fabrication traditionnelle également peuvent être encouragées. Mais maintenant, c'est l'utilisation qu'on en fait. Comment est-ce que nous respectons l'utilisation sur une heure et remplacement, ou bien lorsqu'on l'a une fois, on l'a pour de bon. Donc, qu'est-ce qui est préconisé? 3 heures de temps, 6 heures de temps, une journée? Nous préconisons 2 à 4 heures de temps pour les renouveler, puisque à chaque fois, nous émettons les gouttelettes et donc, qui peuvent imbiber le tissu qu'il faut remplacer. Celle que vous avez portée là, c'est après combien de temps? Ou bien ça se lave, on remet en place et puis c'est bon? C'est possible. Oui. Bien. Je rappelle aux auditeurs que le top départ est donné. Vous pouvez commencer par composer le 92 03 60 31, 97 24 26 26. Et on va... Oui, le premier s'annonce. Allô? Le premier vient d'Ambalbedo. Oui, Bourcadio Faustin, comment vous portez-vous? Ah, ça va pas trop, mais on fait avec. Le confinement dérange? Bon, c'est pas encore le confinement, hein? Oui. Ah, mais c'est plus que le confinement, parce que si les admissions sont bloquées, on le fait avec. Bien. On vous écoute. D'abord, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. D'abord, moi, ma question, il y a quelque chose que je n'aime pas comprendre. Est-ce que c'est forcément de porter le gant ou bien avec cachinet, ça suffit? C'est votre question? Oui. Ouais. Porter le masque ou les gants, est-ce que ça suffit pour se protéger, c'est ça? Oui. Et d'abord, je parle le vaccin dont on parle. Je sais que madame ne peut pas nous donner beaucoup de détails parce que même notre président africain n'arrive même pas à prononcer sur ces questions-là. Donc, j'encourage tous les deux, ils ont le courage de dire ce qui ne va pas.
C'est là ma question. Vous voulez plus d'explications sur le vaccin en question? C'est Bien ça? sûr, pourquoi pas? Ok. Parce qu'il y a trop de commentaires sur ça. Au moins, Eto'o, avec Drogba, ils ont eu courage de dénoncer ça. Bien. Ce n'est pas le cas de notre président africain. Bien. Madame, vous avez l'auditeur demande à savoir si le port des gants et des masques constitue, on va dire, une protection béton contre la maladie. Et puis après, plus d'explications sur cette question de vaccin qu'on voudrait tester en Afrique. Ok, merci. Le port de masques et de gants constituent des mesures complémentaires aux mesures barrières qui ont été instituées. Lorsque nous portons les gants, par exemple, et que mon voisin ne le porte pas, et que je ne respecte pas toutes les mesures de distanciation, par exemple, je pense qu'il y a des risques d'être contaminé, surtout que les gants, on doit les porter dans des cadres précis. On ne peut pas porter les gants et circuler en ville, puisque une fois que nous les portons et que nous circulons, il y a l'air, il y a tout, et donc ces gants sont, disons, je pourrais dire, infectés. Donc il faudra normalement les porter dans des cadres particuliers. Et c'est pour ça que je pense que dans les mesures barrières, l'accent est mis sur le port des masques, la distanciation, lorsqu'on tousser dans le pli du coude. Maintenant, les gants sont, à mon avis, plus conseillés pour le personnel soignant et pour se protéger par rapport aux patients. Maintenant, par rapport à cette question d'essais cliniques de vaccins ici en Afrique, pour lui, les responsables de nos pays africains ne réagissent pas. Il parle de Didier Drogba et de Samuel Eto'o qui ont réagi, disant que l'Afrique n'est pas un terrain d'expérimentation. Chacun a sa compréhension de la chose. Chacun est libre de donner son opinion. Et je pense que par rapport au chef d'État, s'ils ne se sont pas encore prononcés, c'est que la question est à l'étude. Voilà. Très bien. Voilà, le 92 03 60 31 97 24 26 26. En attendant d'avoir un autre auditeur, oui, il est là. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui. Bonjour. Mon nom est Sidi Aruna. Aruna, vous nous appelez d'où? J'appelle de Djagbé. Djagbé, très bien. Oui. Bon, j'ai voulu intervenir par rapport à l'émission. Oui. Toujours sur le coronavirus, j'ai voulu savoir la chloroquine. Madame dit que ça n'a pas d'efficacité sur tous les malades. J'aurais souhaité quelle nuance, parce que la population veut savoir dans quel cas la chloroquine n'a pas d'efficacité. Si on peut avoir des questions là-dessus, c'est encore bon. La deuxième question, c'est par rapport à l'utilisation toujours de la chloroquine sur les malades. Est-ce que c'est la chloroquine additionnée à la siromycine qu'il faut adresser aux malades, ou bien c'est seulement la chloroquine seule? Ma troisième préoccupation, c'est à madame que je l'adresse. J'ai constaté qu'elle fait des réserves à répondre à certaines questions primordiales, c'est-à-dire des questions préoccupantes. Alors, j'aurais souhaité qu'elle ait le courage de parler franchement, de parler avec un cœur vaillant. Quelles questions, par exemple? Vous parlez de questions primordiales. Lesquelles, par exemple? Je parle, par exemple, de la question qui concerne le docteur français qui disait qu'il allait essayer son vaccin sur les Africains. Alors, j'ai trouvé que c'est très insultant et je ne suis pas le seul à avoir cet avis. Mais je me réconforte du fait que le docteur en question avait présenté ses excuses.
Sinon, je serais allé encore plus loin avec toute mon amertume sur une telle déclaration. Bien. Mais je m'en arrête à cause du pardon qu'il a adressé à tous les Africains. Bien, ce sera tout, non? Merci, le journaliste. Merci. Docteur, la question est à vous sur l'efficacité de la chloroquine, ou bien c'est un protocole, la chloroquine ajoutée à d'autres produits. L'auditeur veut bien comprendre par rapport à son efficacité. Merci, monsieur qui a posé cette question. Je pense que le protocole, il est administré en structure de soins. Et donc, c'est selon les cas que ce protocole est administré. Donc, voilà. Un malade qui est admis tout de suite ne bénéficie pas du traitement à la chloroquine, c'est ça? Il faut attendre peut-être... ça dépend de son état clinique. Mm-hmm. C'est en fonction de son état clinique que le protocole est administré. Voilà. Puisqu'il y a certains qui sont confirmés positifs et qui ne présentent aucun signe. C'est des porteurs sains ou bien c'est différent? Oui, en quelque sorte, qui ne présentent aucun signe. Donc, ces cas comme ça, et qui sont bien portants, on ne peut pas de façon systématique leur administrer la chloroquine, compte tenu également des effets secondaires. Il faut qu'il y ait l'apparition de certains symptômes d'abord, voilà, avant de commencer. Oui, alors que cette pandémie, c'est une question de vie ou de mort. Hein? C'est vrai que nous, dans notre conception, c'est une question de vie ou de mort. Mais lorsqu'on l'assimile à la grippe, je pense que nous tous, nous avons eu affaire à la grippe. Et ce n'est pas, devant une grippe, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Je vais nuancer mon propos. Ouais. Je ne vais pas dire que cette pandémie n'est pas, vu sa situation, ne doit pas nous alarmer. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit nous amener à embrasser tout ce qui vient. Il faut vraiment prioriser et prendre la mesure des choses au cas par cas. Voilà, donc je suis sûr que l'auditeur a bien reçu la réponse qu'il veut. On va pouvoir continuer à poser cette question. Est-ce que... Oui, quelqu'un d'autre en ligne, Théo? Oui. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour cher ami, votre nom? C'est monsieur Cyril. Pardon? Cyril. Monsieur Cyril, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Adidogomé. Adidogomé, on vous écoute. Oui, j'ai quelques questions là. Premièrement, j'ai voulu poser une question là. J'ai voulu suppléer le... Il faut aller très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez juste le temps de poser 2 questions. J'ai voulu que le docteur nous donne exactement la situation sur nous au Togo. Le nombre de cas confirmés, le nombre de décès, c'est-à-dire l'évolution de la contamination. C'est ça mes préoccupations. Parce que j'ai l'impression que pour ne pas paniquer la population, on ne nous dit pas exactement ce qui se passe. Bien. Ok. Ouais, c'est ma préoccupation. Merci. Merci également à vous, docteur. Ok. Ouais. Merci. Je dirais qu'à la date du 5 avril 2020, et par rapport aux données que nous avons à notre disposition, nous avons au total 52 cas confirmés, dont 27 actifs. Donc, lorsque nous parlons d'actifs, ceux qui sont encore porteurs de la maladie. Et parmi ces 52, nous avons 22 qui ont été déclarés guéris. Les 2 derniers ont été déclarés à la date du 5 avril, ce qui porte à 22 les cas guéris. Et nous avons également enregistré malheureusement 3 décès. C'est ça la situation. Voilà, c'est la situation actuelle au Togo. Et juste pour dire que les 8 nouveaux cas qui ont été testés positifs au 5 avril, parmi ces 8 nouveaux cas, nous avons environ 6 qui sont des cas contacts. C'est-à-dire qui ont eu contact avec une personne malade. Voilà, une personne malade. Et selon le temps, la durée d'incubation du virus, ont été également confirmés. Juste pour dire que
les mesures de prévention, à mon avis, constituent la pierre de lance dans le cadre de cette lutte et nous devons tous nous y mettre. Voilà. Merci. Et une question encore, est-ce que cette pandémie ne fait pas voir aujourd'hui ce manque criard d'infrastructures sanitaires dans les pays africains? Manque criard, je dirais insuffisance, oui, mais manque criard, non. Je pense qu'il y a un minimum. Mais vous pensez? Oui, je pense qu'il y a un minimum, ne serait-ce que les compétences, ne serait-ce que le personnel qui a été formé constitue ne serait-ce qu'un minimum dans la prise en charge. Maintenant qu'il faudra vraiment améliorer, perfectionner pour le bien de nos populations. Et oui, par exemple, quand vous allez, on va dire, au niveau de certains hôpitaux, il y a des difficultés pour avoir l'oxygène, pour avoir... c'est des constats qui ont été faits. Est-ce qu'aujourd'hui, cette pandémie va faire bouger un peu les choses? Parce que là, l'Afrique en a besoin forcément. Les infrastructures sanitaires. En tant que personnel médical, c'est notre espoir. Bien. Voilà, on a pratiquement fait le tour. Vous voulez ajouter autre chose, docteur Makiliube Tchandana? Revenir sur les mesures de prévention et insister vraiment sur la prévention. Je pense que c'est ce qui est à notre portée en ce moment, c'est ce qui est maîtrisable, c'est ce que nous pouvons faire pour pouvoir venir au bout de cette maladie. Vous avez dit que c'est une guerre. Donc, pour pouvoir vraiment vaincre cet ennemi, nous devons nous y mettre tous. Il en va de la responsabilité, de l'engagement de chaque individu que nous sommes ou que nous constituons. Donc, je pense que c'est un appel. Il est important de faire parler de ces mesures barrières dans notre environnement professionnel, familial, et tous les acteurs doivent aussi impliquer, depuis le professionnel de santé, aux leaders religieux, aux leaders communautaires, et tout acteur qui a un rôle à jouer dans son environnement doit contribuer à cette lutte. Merci, docteur Makiliube Tchandana, chef division santé maternelle et infantile et planification familiale, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci d'être venu. Chers auditeurs, merci de nous faire confiance. On va se retrouver mercredi après-midi à partir de 14h pour continuer le débat autour du Covid-19. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo. Théo Ajavon, merci et portez-vous bien. À très très bientôt.